KTO Radio présente À haute voix, la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, Augustin ou le Maître est là de Joseph Malègue. Monsieur Desgraisses des Sablons semblait piaffé comme le cheval. Remontant le perron, Augustin entendit « Ma chère Élisabeth, ce n'est pas seulement en automobile que vous ignorez comment passe le temps. »« Veux-tu aller déjeuner au Sablon ?» demanda Augustin à Christine. Celle-ci se mit à rire. « J'espère que tu nous as vigoureusement excusés, bébé et moi. » Bébé venait d'être lavé, magnifique, tout rose, d'un ingénu éclat de chair neuve, qu'il ignorait avec la plus grande modestie. Il battait des bras et des jambes, couché sur le dos, haletant, coupant des ses souffles rapides. « Comme vous avez eu raison, oncle, d'attendre pour venir nous voir à la fin de votre belle visite. Dites, monsieur, nous aurions eu des choses bien sales à montrer à notre oncle. » En cessant de parler au nom du petit garçon, reprenant le ton normal d'un récit joyeux, « Seigneur, me suis-je dit en défaisant les langes, qu'est-ce que nous allons trouver là-dessous ?» Puis consolatrice, « Mais non, ce n'était pas si sale. C'était de bien belles selles, des selles que nous avons faites de notre mieux. Gardez-nous un instant, oncle, pendant que maman ira chercher notre biberon. » Penché sur le bébé, Augustin sentit de faibles griffes fouiller ses cheveux. Le biberon arriva. Bébé lâcha les cheveux, devint frénétique, projeta des petits bras vers le repas, l'amenant à lui à travers l'air et toutes les difficultés de la pesanteur, par la seule intensité de ses forces morales. Mais dès qu'il eut bu, son expression changea. Il regarda la chambre et les visages familiers qui l'épiaient, comme autant d'objets n'ayant plus rien à lui offrir. Il eut l'air repu, désabusé, revenu de tout, désenchanté de la vie. Ses traits exprimèrent la plénitude d'un contentement blasé, la satisfaction normale mais trop connue de ce grand flux tiède, épais, à touche de velours et goût de lait, fit descendre quelque part dans les contons de la petite conscience particulièrement sensible à la tiédeur et à la plénitude, l'assurance de la perfection, du correct ajustement de toutes choses et la monotonie née du bonheur. Un peu de bon lait ruisselait et bavait au coin des petites lèvres. Cet état d'âme dura jusqu'à l'arrivée d'un bruit digestif inconvenant et ingénu. « Ah !» dit Christine. « C'est le second moment. » L'innocente vie présentait ainsi l'étang de la nutrition et les forces morales, emmêlés l'un à l'autre sur le même plat enfantin. Tout redevint bien, désormais, tout fut dans l'ordre. Le désenchantement et la replétion, doublure l'un de l'autre, se dispersèrent et fondirent dans un univers optimiste, tout entier nourricier. Le bébé essaya de prendre un air fin et même matois, comme si téter jusqu'à plus soif était une farce qu'il avait faite, mais qu'il ne put la soutenir faute de force, parce qu'il était trop petit. Augustin ne cessait d'admirer l'inimaginable simplicité de cette petite âme active et sa fraîcheur prodigieuse. Son corps, la fenêtre, ses pieds, un linge étendu, blanc et irrégulier, tout était indifféremment neuf, sans usage antérieur, né sans doute en même temps que lui, dans l'été de l'année précédente. Tout pouvait parler, se taire, répondre. Les petites jambes, dressées vers le plafond, s'incurvaient vers la tête. Les petons retrouvaient les menottes pour une exploration passionnante qu'interrompit net la vue d'un crayon rouge sortant de la poche de l'oncle. L'étonnant crayon rouge. Le riche, le complexe, le vivant, le silencieux crayon. Bébé prend des expressions diverses devant le crayon. Stupeur désarmée, air ambigu, sourcils froncés, ou du moins effort pour le faire, vain et mal marqué sur cette petite figure lisse. Un doigt minuscule et boudiné touche l'air quelque part autour du crayon. Ce n'est qu'un essai. On recommencera. Un coup long, un coup court, et le troisième droit sur le crayon. Ça y est,
C'est dur, c'est rond, froid. Étonnant crayon. « Oncle, dit sa maman, donnez-nous nos effets. Notre petit lainage qui pend dans le soleil. Voyez-vous, là, contre la fenêtre. » Les hommes ne trouvent jamais rien. Pendant qu'elle agrippe le lainage du bras qui tient déjà l'enfant, l'autre dessine les gestes classiques de la chanson des bébés. Ainsi font les petites marionnettes. Mais c'est de l'ingénuité pour adultes, de la naïveté pour adultes, et celle que les adultes croient qui conviennent aux petits-enfants. Parlez-moi plutôt du crayon. Sa vertu dépasse de beaucoup ce que vous croyez qu'elle est. Il vient d'un merveilleux pays. Il en a rapporté quelque chose qui coule le long de lui. Il est en vie, bien entendu. Peut-être qu'en le touchant longtemps, comme il faut, il finira par révéler ce qu'il tait. Cette communion avec la splendeur du crayon rouge dépasse ce qu'un bébé peut supporter de recueillement. Elle finit par éclater en un tremblement extatique des mains, des pieds, de tout. Tout à coup, prenant son temps, donnant en termes décisifs ses ordres à l'univers, il émet un énorme « explosif. Satisfaction totale. Ce « exprime un système d'idées limpide, clos. Tout s'y trouve, tout est dit. Tous les problèmes du crayon sont fixés. Bébé est libéré. Aristote a parfaitement compris cela. Se sentant désormais en un monde sans secret, dans des bras sûrs et doux, Bébé fait à celle qui le portait un de ces sourires de dépendance innocente et d'abandon total qui sont, pour les adultes, le plus fort appel de la première enfance et sa plus prenante douceur. Je suis tout petit. Je n'ai qu'à étendre en résolution mes membres non utilisés encore. C'est mon appât. Augustin retrouvait le mot éternel. Si vous n'êtes comme l'un de ces petits. Il repose maintenant dans sa laine écumeuse, ni assis, ni allongé. À sa place, un adulte aurait de lourds os à étendre, un système nerveux à apaiser. Mais non pas lui. Tout prêt pour des jeux surprenants, il pousse l'air entre ses gencives roses et nues, comme une petite locomotive. Il revient au les varies de gr, gr, et lâche pour finir ce riche interminable, beau vocable, plein de sens, de suc, expression de grands artistes dont les moyens ont égalé le rêve. Christine le soulevait très haut, le balançait, le tripotait, posait ses deux petits pieds nus sur ses joues à elle et sur ses lèvres, improvisant et chantonnant. Dans cette maison, mesdames, messieurs, nous avons un petit garçon qui sait dire « gr » et il sait dire « e » et tous les mots de sa leçon dans cette maison. Elle s'inclinait à droite pour mesdames, à gauche pour messieurs, balançant bébé dans ses bras. Après quoi, elle le serra contre sa poitrine en une molle douceur ardente, craignant de trop appuyer. Elle jeta par-dessus son épaule et sans regarder Augustin. « Oncle, vous ne savez pas ? Voici ce que vous dit bébé. N'allez pas faire vos cours de philosophie dans votre faculté, oncle. C'est bébé qui va s'en charger. Bébé saura dire ce qu'il faut. Vous entendez, oncle ? Et aussi la malicieuse. Oncle, n'allez pas au Sablon pour y déjeuner avec les belles dames. C'est bébé qu'on a invité. On n'a pas besoin de vous, oncle. Bébé fera les compliments qu'il faut. » Elle s'assit enfin dans le grand fauteuil qu'elles avaient, sa mère et elle, introduits dans la salle à manger. Il lui servait quand elle voulait étaler bébé sur ses genoux. Elle touchait, du bout d'un doigt chatouilleur, la petite poitrine, faisait « non, non, non » avec la tête, agitant des versiculés grelots. « Il bambino piccolino dorme e sogna nel lettino » Et à chaque rime claquaient les baisers. Elle embrassait le nez, le front, la poitrine, le ventre. Ma un bacino sul musino, socca e ride il birichino. Bébé riait en effet sa joie de vivre, de toute sa petite bouche où perçaient les dents,
et le timbre de son rire rendait les sons de la plus grêle enfance. Christine se pencha une fois de plus sur la transcendante chair en une ivresse contenue et la même douceur dont elle avait serré sur sa poitrine. On trouve sous les lèvres une petite rose et c'est une joue. On trouve sous les lèvres une petite joue et c'est une rose. Augustin la quitta sur ce bruit de baiser. Le déjeuner. C'était un mois plus tard, après la mi-juillet, toute besogne scolaire terminée et l'année finie. Ce jour-là, jour du déjeuner au Sablon, Augustin devait rencontrer mademoiselle de Préfaille pour la seconde fois. La première était ce fameux examen pour lequel monsieur et madame Desgresses des Sablons lui avaient fait l'honneur de venir le voir. Seul dans sa chambre, Augustin s'habillait lentement, évitant toute brusquerie, tout ce qui pouvait effaroucher ses souvenirs, fausser ou casser les rayons de ce beau matin lumineux qui perçait les ombres de la chambre. Sur les bancs de chêne universitaire, un groupe d'abbés, plusieurs rustiques, maigres, tondus ras, noircissait la partie gauche de l'amphithéâtre et l'un fixait Augustin avec ses yeux de charbon dur. De l'autre côté, à droite, 5 ou 6 demoiselles et une dame mûre bavardaient. Les autres candidats s'entassaient sur les bancs d'en haut, comme sur une branche supérieure où ils eussent été plus à l'abri. Détachés, lancés en avant, tel un chef de file, un vieil étudiant, peut-être répétiteur de lycée, avalait d'inquiétude sa salive et sa pomme d'Adam velue, doué d'autonomie, montait et descendait à chaque bouchée, en un faux col lassé de vivre. Isolé, immédiatement sous la chaire, séparé d'eux tous par tant de places vides et de bien autres espaces, parfaitement calme, gardant sans y penser parmi ses timidités ou ses méditations une sorte d'indifférence et glaçante élégance, attendait une grande jeune fille inconnue. Sur le dépoli des carreaux, passait le plumeau des feuillages. Le pépitement d'un oiseau solitaire criblait le silence de ses piqûres. Un soleil onctueux de jardin des plantes départementales, enduisant l'extérieur de cet aquarium, filtrait par ses interstices. Sommeil d'université provinciale et les fragments de philosophie technique servaient de rêve. Que faisiez-vous là, mademoiselle de Préfaille ? Anne-Élisabeth Marie Armel, inaccompagnée, anxieuse, immobile, avec tant de grâce. Qu'allait-on mettre dans la colonne encore vide, contre cette parenthèse chuchotant à l'oreille la confidence de vos prénoms ? Qu'est-ce qui parlerait par vos délicates lèvres volontaires, si l'on en croyait le regard qu'on avait osé jeter sur vous, une fraction de seconde, pour retrouver la grave et merveilleuse enfant d'autrefois ? Comment s'exprimerait le mystère de votre âme, visible au choix étonnant que vous aviez fait d'être là, en des occupations où les jeunes filles de votre ressemblance n'avaient pas encore coutume de se présenter, au lieu de poursuivre sur toutes les routes le miroitement des destinées heureuses ? De quel heurtement habile touchaient les portes de vos châteaux intérieurs ? Elle se tint debout devant son intérêt violent et réfréné. Comme dans les minutes précédentes, une réserve, une hauteur dans l'attrait, que sa conscience claire ne prenait certainement pas la peine d'avoir, avait néanmoins habité son corps, ainsi des supplications à mollir ses seules attitudes. Il ne savait quoi de jeune, gracile et fléchissant, dans les longues lignes de sa beauté. Des prières traversaient ses douces surfaces. Sur le rebord de la chair, un gant d'antilope gris serrait l'autre d'une crispation permanente. Des respirations portaient jusqu'à lui leur goût d'eau pure, avec des mots restreints, éteints et d'ailleurs justes, sur le schéma des concepts dans la théorie kantienne de la connaissance, étrange à entendre de cette jeune fille-là. Augustin s'agaçait un peu et s'apitoyait à la fois. Mais la lumière bleue sombre d'admirables yeux approfondis de timidité dominée l'avertirent que ce n'étaient pas tout à fait les sentiments qu'il convenait qu'on offrit à mademoiselle de Préfaille. Derrière lui, dans l'amphithéâtre, il percevait une sourde admiration silencieuse. On a des sens qui discernent ces choses-là. Vraiment, sa tâche à lui était difficile. Il ne regardait pas la jeune fille. Professionnellement, c'était préférable. Et de plus, il n'osait pas.
Il ne regardait rien, pas même cette jaquette doublée de soie blanche, ce costume de jeune fille qui le troublait. C'était bien difficile. Il y avait entre eux 60 centimètres d'air confiné, où il reléguait son regard durci, maintenu au refuge technique. Un instant, il s'interrompit dans un éclaircissement qu'il donnait, eut l'air de réfléchir. En réalité, il tremblait un peu. Trop contrôlé, l'émotion ternissait sa voix, la faisait professoralement sèche. Il intimidait mademoiselle de Préfaille et le sentait. Il se contenta de dire que c'était compris avec précision et très convenablement exposé. Ce qui rendit la jeune fille à son irritante distinction lointaine pendant que se baissaient ses yeux. Moins par la vue que par une sorte de sensibilité suraiguë et de rayonnement invisible, il percevait les multiples sens de ce visage, glacial et d'une beauté trop visible, comme un Winterhalter classique. Sportive, solitaire, voyageuse, jeune fille au lévrier, praticienne pour peintre anglais, finesse française aux sourcils watteaux. Elle devait vivre successivement en des moments divers toutes ses vies. À ces profondes réactions innées, tenait peut-être ce Noli me tangere, rappelant la fillette de sa première jeunesse. Dans l'ordinaire de sa vie, sans doute était-elle trop charmante, naturelle et sérieuse pour en avoir besoin. Il se souvint s'être demandé, presque malgré lui et pendant bien peu de secondes, à quel type d'histoire d'art ou de légende faisait penser ce rien de hauteur et de mélancolie. Et en même temps cet effacement, ce silence de princesse captive, tant d'éclat involontaire, indiqué à peine et aussitôt dédaigné. Un vieil appariteur, boitillant des deux jambes, mais davantage de la gauche, apporta des papiers administratifs jaunes et de grand format, qu'il fallait signer dans le coin de droite et aussi en marge. Il repartit vers des couloirs aux portes matelassées. La deuxième interrogation commençait, celle de philosophie pure. Augustin proposa le pragmatisme et les théories contemporaines sur la valeur de la science qui se trouvaient au programme. Pendant que, très discrètement guidée par lui, elle exposait avec les noms et références attendues cette philosophie bien connue, toute la tension de son visage changea de sens interne. Augustin vit se terminer la période officielle des récitations. Une âme passionnée de vie intérieure et de ses correspondances métaphysiques, sortit de ses cachettes de chair, élargit ses yeux, vivifia et durcit à la fois leur lueur bleue. Augustin sentit qu'il allait peut-être résoudre l'énigme de mademoiselle de Préfaille et de sa présence sur ses bancs. Entre elle et lui, les 60 centimètres d'air se chargèrent de réalités religieuses privées, profondes, appartenant en propre à la fine et grave jeune fille qu'il voyait devant lui, mystérieuse. Par une étonnante fortune, il avait charge officielle de recevoir ses confidences. Cela supposait avec elle une parenté d'une rare essence, momentanée, intime, forcée, dont il thésaurisait avec une froide avidité les gouttes précieuses. Pour quel usage ? Certainement de riches souffrances ultérieures, puisqu'il la reverrait, dont il serait trop heureux de souffrir. Elle commençait déjà de tâter le terrain et pousser leurs racines, en d'immaîtrisables demi-jours. Il redessinait avec Anne, et pour elle le contour des théories de James. « Je suis heureux que vous l'ayez lu, mademoiselle. » Il les distinguait des théories voisines et semblables. Il lui prenait presque sur la bouche pour les remodeler, ses idées à elle, fraîches, saines et sans muscles, comme des corps d'enfant. Elle l'écoutait d'un air qu'il n'avait pas prévu dans ses hypothèses et ses classifications de tout à l'heure. Une attention tendue, fermée et ravissante, de fines dents pinçant les belles lèvres, deux yeux d'un calme ardent en un visage figé,
le désir de s'ouvrir tout entière à sa pensée seulement. Contre quoi se défend-elle ? Se disait Augustin avec agacement et une paradoxale antipathie subite que son ton refléta. Mais enfin, mademoiselle, cette religious experience dont parle James, vous venez de m'indiquer très justement son caractère personnel et incommunicable. Et la différence d'avec ce que les sciences positives appellent expérience, valable pour toute raison humaine, non pas seulement pour vous seul ou pour moi seul, cette réunion vous-moi, peut-être trop osée, Augustin se rappelle 1 ou 2 secondes de grand trouble. Cette expérience, selon James, nous révélerait Dieu d'une révélation contagieuse pour autrui, non à la façon d'une participation rationnelle, mais par les voies où souffle l'esprit. Ce sont des chemins extra-logiques, contagion sentimentale, revival, tout ce que vous voudrez. Et vous et moi, curieuse répétition d'une formule jugée dangereuse, nous sommes d'accord sur son insuffisance dialectique. Qu'y a-t-il à signer encore ? Ne puis-je tout signer à la fois ? Il y a encore ça, dit le vieil appariteur, qui se révèle bègue et diffuse en outre l'odeur du tabac caporal. Ni l'un ni l'autre n'ont vu revenir le messager boiteux, ni le verront repartir par les bruns vestibules. Cette méthode n'atteint que des privilégiés. Mais même introspectivement, peut-on dire qu'elle traduit chez eux un sentiment de présence de Dieu ? Ses yeux à lui, brillants d'autorité, de maîtrise et d'intelligence, la dominent cette fois, l'intimident et la soutiennent en même temps. Le ton de l'examen a certainement changé. Ce n'est plus un simple exposé qui est demandé à la jeune fille. C'est peut-être même plus que sa pensée personnelle, un peu de son cœur. Déjà 3 semaines ont passé depuis ces moments où son souvenir s'enfonce. Avec sa netteté de professionnel, Augustin retrouve ses réponses et les siennes à elle, dans la précision de leur lumière incolore, en leur abstraction technique extraordinaire sur ses lèvres, comme un champion d'échecs reconstitue son jeu depuis le premier coup. Il revoit la blancheur rosée du délicat visage attentif et volontaire, cet air de réserve et d'ardeur. Mais où donc a-t-il rencontré déjà ce type de beauté ? Vers lequel chercher des passés historiques ? L'enquête continue, sous son apparence objective. Cette notion qu'ont décrite Myers et James, cette apothéose d'un inconscient magnifié, transformé en instrument d'intuition, n'est guère positive, est infirmée par toutes les recherches sur l'inconscient. Mais de plus, toute prétendue expérience de la présence de Dieu n'est-elle pas faite, au fond, d'éléments qu'une connaissance positive de type psychique peut analyser, dans aucun desquels elle ne trouve Dieu. Pour James lui-même, il y a continuité des simples troubles psychiques avec sentiment de présence, où il serait évidemment injurieux de voir Dieu, jusqu'aux émotions des grands mystiques. Pour Delacroix aussi, pour Jeannette aussi naturellement. C'est le postulat de tous leurs travaux. Ce n'est pas, dans les moments les plus privilégiés de ces consciences où, dit-on, habite Dieu, d'autres composantes que celles de la conscience naturelle, normale ou anormale. Ces moments exceptionnels, ils s'édifient sous nos yeux, avec les matériaux des moments les plus pauvres. Et la psychologie positive ne dispose pas d'autres sources d'intuition, ni d'autres instruments pour sauver la spécificité de ses communications avec Dieu. C'est peut-être que la psychologie positive, bornée à l'étude expérimentale de l'individualité humaine, y est insuffisante. C'était À haute voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, Augustin ou le maître est là de Joseph Malègue. Lecture, Anne-Céline Pellarini. Captation et réalisation, Aymeric Plouminec et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com et sur l'application KTO Radio.